Bonjour à tous, vous écoutez Marie Petitot, la plume qui dépoussière l'histoire et fait revivre les personnages du passé. Égérie du Second Empire. Épisode 1, le carnaval de l'impératrice. « 9 février 1863, Palais des Tuileries, 10 heures du soir. En cette belle et froide nuit d'hiver, des centaines de carrosses tentent de se frayer un passage jusqu'aux grandes grilles encerclant le cœur battant de la vie parisienne. Ce vaste complexe des Tuileries, qui est à la fois le centre névralgique des plaisirs et la résidence officielle du couple impérial. Une foule d'invités richement parés de costumes chatoyants, des invités triés sur le volet, se pressent tels des papillons hypnotisés vers ce palais des Tuileries brillant de mille feux, un brasier de lumière qui s'apprête à engloutir les convives dans les flammes de la fête. Un journaliste s'extasie 3 jours plus tard. Le bal costumé qui a eu lieu avant-hier aux Tuileries a dépassé en splendeur, en richesse et en variété de costumes, tout ce qu'on avait vu en ce genre depuis longtemps. Le comte de Mauny en garde un souvenir ébloui. Ce bal costumé est demeuré une date dans les annales mondaines des Tuileries. Ce fut un des plus beaux et des plus animés. En effet, la grande fête costumée organisée par l'impératrice Eugénie pour le carnaval de l'année 1863 bourdonnera longtemps dans les mémoires. Le règne de Napoléon III et Eugénie est d'une singularité festive évidente. Pendant près de 20 ans, les extravagants bals travestis et costumés se multiplient dans la capitale, surtout en période de carnaval. Bien évidemment, le Second Empire n'invente pas la grande tradition des fêtes masquées qui galopent sans relâche de la Restauration aux années folles. Mais jamais elles ne furent aussi nombreuses ni aussi politisées. Au-delà de la tradition aristocratique des fêtes de cour, c'est véritablement la naissance des bals organisés par les cercles du pouvoir. Des bals privés et fastueux donnés par les ministres, les ambassadeurs, derrière lesquels se cache en réalité souvent une femme à la manœuvre. Je vous reparlerai de Marianne Walewska et de Pauline de Metternich. Si le Second Empire aime tant les bals privés costumés, c'est parce qu'ils permettent de rompre avec le protocole usuel des bals officiels. Point d'orgue de folie, d'effervescence et de fantaisie, ils laissent l'expression et la créativité libérées de toute entrave de bienséance, dans une certaine mesure. Quoi qu'il en soit, ces bals costumés, l'impératrice Eugénie les aime à la folie. Complètement en phase avec son époque, elle se laisse même représenter, l'air songeur et romantique, en costume oriental, ou bien langoureusement allongée sur un canapé dans des poses pas tout à fait royales, qui soulignent la perfection de son long cou de cygne et de ses bras, en accord avec les canons esthétiques de son temps. Les bals masqués où le travestissement est roi sont pour Eugénie autant d'occasions d'éblouir ses invités, ou ses hôtes, c'est selon. Ces fêtes attendues sont prises très au sérieux. Chacun prépare son costume dans le plus grand secret et c'est à celui ou celle qui surprendra l'assistance le jour J. Une quête effrénée d'originalité dans l'éphémère, à laquelle l'impératrice participe avec un succès incontestable. Elle fait souvent sensation, comme à un bal de l'année 1863, sans doute à thématique aquatique, où elle porte une coiffure d'algues marines et une ravissante robe ornée de roseaux. Dans ce vertigineux calendrier mondain, sans commune mesure avec ce qui a précédé et ce qui suivra, les bals masqués orchestrés aux Tuileries par l'impératrice tiennent une place de choix. Chacun se donne un mal fou pour rivaliser de créativité.
Dans la tradition des lundis de l'impératrice, dont les femmes s'arrachent les invitations pour espérer devenir les satellites incontournables de la planète impériale, le bal costumé des Tuileries est un événement très privé. 1 millier d'invités tout au plus, personnellement conviés par Eugénie. Quand on sait que les grands bals officiels comptent jusqu'à 5000, voire 10 000 personnes, on est loin du compte. Quelle fierté de faire partie des heureux élus en ce 9 février 1863. Suivons l'anglaise Lily Moulton, épouse d'un banquier américain qui réside à Paris. Le couple fait partie des invités réguliers des grandes fêtes impériales. Lily est particulièrement appréciée de l'impératrice Eugénie. Elle a laissé une savoureuse correspondance en anglais où elle dépeint, entre autres, cette fameuse soirée. Glissons-nous dans son ombre pour saisir tout l'éclat de cette nuit exceptionnelle. En ce 9 février 1863 donc, une foule avide d'étourdissement pénètre dans le pavillon de l'horloge, illuminé de lustres étincelants. Lily Moulton entraîne un instant son époux dans un recoin, parcourant de son regard, étonné et critique, le flux continu d'invités. Le carnaval n'a jamais été aussi mouvementé que cette année, et je ne sais pas comment les bourses de nos seigneurs et maîtres vont tenir. Worth a confectionné à lui seul des costumes pour 200 000 $. Et pourtant, il n'y avait pas 400 dames invitées. Lily se fige quelques secondes, apercevant son reflet dans un miroir. Son costume est celui d'une danseuse espagnole. Elle aussi a fait appel au grand Charles Frederick Worth, roi de la crinoline, père de la haute couture française, adulé par les femmes de la haute société pour ses créations révolutionnaires, à la fois luxueuses et élégantes. Pourtant, Lily avoue sa déception. Worth prétendait avoir mis à la composition de mon costume tout son génie, mais il n'en paraissait pas plus précieux pour cela. Je reçus quelques compliments, mais pas assez cependant pour me dédommager de la note de mon couturier. Jupe de satin jaune recouverte de dentelle noire, bottes rouges boléro brodées de perles d'acier et pompons assortis. Ce n'est pas d'une originalité folle, certes, mais c'est un clin d'œil intelligent aux origines de l'impératrice, née Eugénie de Montijo en Andalousie. Et grâce à l'indispensable rose rouge piqué dans sa magnifique crinière de jais, ce costume souligne l'un des atouts principaux de Lily, décrit par exemple par un journaliste de la presse. Cette jeune et belle américaine est particulièrement remarquable par ses magnifiques cheveux noirs, qu'elle porte flottant en liberté sur ses épaules, comme si elle voulait, par ce temps de postiche, bien prouver qu'elle ne doit rien aux artifices de la coiffure. Dans un bruissement d'étoffes précieuses, Lily Moulton s'engouffre dans le salon des officiers au rez-de-chaussée pour gagner l'escalier des appartements de l'impératrice. Escortée d'une foule murmurante de diplomates, financiers, princesses et autres marquises, elle débouche dans la galerie qui précède la salle des maréchaux. La voici nez à nez avec le couple impérial posté à l'entrée pour accueillir les invités. Lily est saisie d'un soupir d'admiration à la vue d'Eugénie costumée en dogaresse de Venise du XVIe siècle. La dogaresse étant l'épouse du doge de Venise, magistrat en chef de la République aristocratique de Venise. Notre américaine ne peut détacher son regard de l'éblouissante impératrice. Son profil de médaille antique et ses grands yeux bleus vifs lui confèrent un charme très personnel et inimitable. Sous sa jupe de velours noir retenue par des grappes de broches en diamant, se dévoile une magnifique robe de satin écarlate dont le corsage au décolleté carré étincelle lui aussi de pierreries. Elle était littéralement cuirassée de diamants et brillait comme une déesse du soleil, se souvient Lily fascinée. Le comte de Mogny en reste sans voix. L'impératrice, parée de tous les diamants de la couronne, n'avait jamais été plus belle ni plus admirée. Un journaliste commente lui aussi. On aurait dit un portrait détaché d'étoiles du Tintoret ou de Paul Véronèse. Eugénie voudra son propre portrait. Elle se fera immortaliser par l'objectif dans ce sublime costume de dogaresse, un cliché repris 4 ans plus tard par Marc dans un portrait peint conservé au musée de Compiègne. Il illustre ce podcast.
Eugénie adresse à Lily un mot gracieux pour lui souhaiter la bienvenue. En plus d'avoir une excellente mémoire visuelle, l'impératrice est d'une amabilité et d'une sociabilité légendaire qui lui valent, ainsi que son extrême élégance, un concert de louanges à chacune de ses apparitions. En ce 9 février 1863, Napoléon III est assorti à son épouse. Il porte un court manteau vénitien en moire. Madame Moulton ne peut s'empêcher de commenter. L'empereur était en domino, son déguisement favori, qui n'est pas du tout un déguisement puisque tout le monde le reconnaît. C'est que les hommes ne font pas autant d'efforts que les femmes, et quand ils n'ont pas d'idée, la tradition veut qu'ils choisissent un domino, c'est-à-dire une sorte de pourpoint avec culotte, cape et masque, dont la couleur varie en fonction des goûts de ces messieurs. Après la salle des maréchaux, Lily Moulton traverse une succession de salons jusqu'à la galerie qui suit la salle du trône. C'est là que le buffet a été dressé. La salle du festin avait été décorée avec un luxe, une originalité inouïe. Les grandes pièces d'orfèvrerie se perdaient au milieu des fleurs et des palmiers, s'exclame un journaliste. Tandis qu'elle porte délicatement à ses lèvres une coupe de champagne, Lily admire le costume des grandes figures féminines et mondaines qui défilent devant ses yeux. Et elle n'est pas toujours tendre dans ses observations. C'est avec une plume mordante qu'elle décrit la tenue de la comtesse Marianne Walewska. Si l'on en croit Madame Moulton, la toilette de Marianne est d'un goût douteux. La comtesse Walewska s'était poudré les cheveux et portait un costume d'Amazone Louis XV en satin jaune, semé de boutons dorés, dont l'effet n'était pas très heureux. Jalousie de femme, les journalistes saluent au contraire le choix de ce costume de chasse ancien régime, cette robe d'étoffe montante à boutons d'or et à chapeau à plumes blanches qui lui sied à ravir. La princesse Augustine Bonaparte Gabrielli en prend aussi pour son grade. Elle arborait un riche costume tellement compliqué qu'on n'avait pas le temps ni le courage d'en chercher la signification. Mais elle attirait surtout les regards par les feux que lançaient les bijoux dont elle était couverte, et que certains tenaient pour faux, bien qu'ils fissent autant d'effets que s'ils eussent été vrais. Un bal costumé autorise et excuse toute extravagance en matière de bijoux. Quant à la timide et corpulente princesse Marie-Clotilde, épouse de Plomplon, non moins corpulent cousin germain de l'empereur, elle a tenté un costume flamboyant qui l'a fait briller comme un lever de soleil, nous relate le petit journal. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Madame Moulton qui l'a décrit ainsi. La princesse Clotilde était à son désavantage dans une robe de brocart d'argent qui engonçait sa taille déjà alourdie. Mais voilà que 11 heures s'apprêtent à sonner. Lily doit taire momentanément ses persiflages pour retourner dans la salle des maréchaux où se déroule la suite du programme. C'est à 11h tapantes que l'orchestre d'Isaac Strauss, chef d'orchestre officiel des bals de la cour, donne le signal de l'ouverture du bal dans la salle des maréchaux. Les danseurs se lancent sur la piste, au milieu des dorures et des lustres, sous le regard bienveillant des gigantesques cariatides, ces statues de femmes souvent vêtues à l'antique, ornements qui remplacent une colonne ou un pilastre. Impossible, cette fois-ci, de douter de l'authenticité des bijoux de la princesse Mathilde, cousine de l'empereur, qui scintille à la lueur des bougies. Ayant reproduit un tableau d'Holbein figurant Anne de Clèves, l'une des épouses d'Henri VIII Tudor, elle est recouverte de sa précieuse collection d'émeraudes, connue dans le monde entier. La vision du jeune prince impérial, que ses parents ont autorisé à assister au début de la soirée, attendrit tous les invités. Il est à croquer dans sa veste et culotte de velours noir, des bas de soie rouge emprisonnant ses petites jambes fines et un manteau vénitien jeté sur ses épaules. Madame Moulton se souvient. Il dansa 2 fois, une fois avec Mademoiselle de Châteaubourg, puis avec sa cousine la princesse Anna Murat, qui, étant faite sur des lignes junoesques, autrement dit gracieuses et assez imposantes, habillée en paysanne hollandaise avec d'énormes ornements d'or sur les oreilles et un bonnet de dentelle blanche, dominait considérablement son jeune partenaire. Il n'a que 7 ans et est plutôt petit pour son âge, ce qui rendait le contraste entre lui et sa colossale partenaire assez frappant. À minuit, le bal s'interrompt un instant
pour laisser place à un charmant intermède qui fera entrer ce bal costumé dans les annales des festivités du Second Empire. Le quadrille des abeilles. Surprise dédiée à l'impératrice Eugénie. La mise en scène à la fois somptueuse et poétique est détaillée dans la presse et les correspondances. Le comte de Mauny considère qu'il s'agit du clou de la soirée. Le principal attrait de ce bal costumé consistait dans le fameux quadrille des abeilles, dont on a tant parlé et qu'avait organisé la comtesse Stéphanie Taché de la Pagerie, cousine de l'empereur et l'une des personnes les plus spirituelles, les plus aimables de la cour. Les abeilles firent leur entrée dans 4 ruches d'or portées par des figurants de l'opéra, déguisés en jardiniers. Après un interminable temps d'arrêt dans la galerie du souper, occasionné par l'encombrement des issues de la salle de bal, elles y pénétrèrent enfin. À un signal convenu, elles sortirent étincelantes de leurs cloches dorées et se mirent à danser un ballet réglé par Mérante. C'était une sorte de menuet des plus gracieux qui provoqua des transports d'enthousiasme parmi les spectateurs. Le petit prince impérial était au comble de la joie et il applaudissait à tout rompre de ses petites mains chacune des figures du quadrille. Les 12 jolies mouches qui surgissent de leur ruche au signal de Strauss, jouant la valse du ballet des papillons, une reprise d'Offenbach, comptent parmi les plus élégantes et les plus séduisantes jeunes femmes de la haute société du Second Empire. Mademoiselle Taché de la Pagerie, mais également Madame Coppens de l'Ostende, décrite comme toujours sémillante et pleine d'entrain, ou encore Madame Pereira, une jolie américaine du Sud, très choyée dans la société parisienne. Toutes n'ont eu qu'une semaine pour répéter en secret la chorégraphie. Tenant chacune à la main une guirlande de violettes, elles exécutent cette fois-ci devant le couple impérial les gracieuses figures et combinaisons réglées par Mérante, maître de ballet et excellent danseur. Dans leurs scintillants costumes d'abeilles, cheveux poudrés d'or, corsage doré et ailes luisantes, ces dames et demoiselles viennent s'incliner devant Eugénie, arrachant des soupirs d'aise à toute l'assistance. Ce quadrille des abeilles marque tellement les esprits qu'il renaîtra le temps d'une nuit, 20 ans plus tard en 1885, initiative de la princesse de Sagan dans son hôtel particulier, dans le cadre d'un bal à thématique animalière baptisé le bal des bêtes. Une autre version du quadrille des abeilles animera une brillante fête donnée au château de Maisons-Laffitte en 2014. Vers 2h du matin, Eugénie quitte les festivités qui sont loin d'être terminées. Depuis la mort de sa sœur la duchesse d'Albe, l'impératrice ne valse plus tellement. Elle préfère parfois s'éclipser avec intelligence. Vers 2h30, on ouvre la grande galerie de Diane pour un magnifique souper. C'est le moment que choisit la célèbre et belle italienne Virginia de Castiglione pour faire une entrée bien remarquée. Par la rare perfection de ses traits et de ses formes, l'originalité de sa personnalité et l'éclat de ses multiples conquêtes, la Castiglione attire sur elle tous les regards. Experte dans l'art des arrivées théâtrales, elle tente depuis la fin de sa liaison avec l'empereur de renouer avec le temps de sa gloire. Le pari est gagné pendant les quelques heures de ce brillant bal des Tuileries. Le comte de Mauny relate. Précédée du comte Walewski qui faisait écarter la foule, elle arriva vers 2h du matin après le départ de l'impératrice et provoqua un tumulte indescriptible. On l'entourait, on faisait cercle autour d'elle, on se pressait pour la voir de plus près. Les femmes, perdant la tête et n'ayant plus aucun souci de l'étiquette, montaient sur les banquettes afin de la mieux observer. Quant aux hommes, ils étaient littéralement hypnotisés. Son costume très osé a de quoi fasciner en effet. Elle qui ne recule jamais devant le scandale apparaît à demi nue comme une déesse antique, reine d'Étrurie, romaine de la décadence, incarnation de Salammbô du roman de Gustave Flaubert qui vient de paraître. Le comte de Mauny décrit l'envoûtement auquel lui-même ne peut échapper. Ce fut une révolution. La chevelure dénouée, retombant épaisse et soyeuse sur ses luxuriantes épaules, sa robe fendue sur le côté, laissant voir une jambe moulée dans un maillot de soie,
et un pied invraisemblable de perfection, surchargé de bagues de prix à tous les doigts, à peine protégé par de mignonnes sandales. Lily Moulton ajoute que ce costume de satin noir découvre aussi généreusement son décolleté. Virginia de Castiglione n'est pas la seule à créer la surprise. Le petit journal s'extasie. Le bal costumé donné lundi aux Tuileries était féerique. Il faut se hâter de dire qu'il y avait plusieurs fées. Rien ne saurait donner une juste idée de la magnificence de certains costumes. Fort heureusement pour nous, les journaux de l'époque et les mémoires du temps ne sont pas avares de détails. À 4h du matin débute le cotillon. Les tenues extravagantes tourbillonnent dans un scintillement exquis. La marquise de Gallifet fait sensation en ange Gabriel drapé dans des mousselines blanches, de longues ailes de cygne suspendues à ses épaules. Sa beauté, qui rehaussait son délicieux sourire, était vraiment angélique, écrit Madame Moulton. Et la vicomtesse de Brimont, quelle délicieuse bacchante fait-elle! Couronne de lierre rehaussée de pierreries, cheveux au vent constellés de pierreries, robe flottante parsemée de pierreries, des pierreries partout, s'exclame le journal L'Indépendant. Et voilà les dames Rothschild. Madame Alphonse de Rothschild, qui fait ses débuts dans le monde parisien en coquet oiseau de paradis, Madame Salomon de Rothschild en oiseau bleu, et Mademoiselle Alphonse de Rothschild en colombe. On ne peut s'empêcher aussi d'admirer l'originalité du costume de Madame Gortchakov, épouse du chancelier de l'Empire russe. Il symbolise le miroir de la vérité. Robe de tulle verte, coquille enserrant la poitrine, une autre dessinant les épaules, un filet de perles jeté sur la jupe brodée de poissons en diamant. Au sommet de sa coiffure brille l'aigle bicéphale de Russie. Rarement la vérité est sortie de son puits pour recevoir d'aussi unanimes hommages, salue le petit journal. Et l'épouse de l'ambassadeur d'Autriche, la princesse Pauline de Metternich, dont nous allons reparler dans un prochain podcast, attire l'attention de toute l'assistance en délicieux diable noir. Elle raconte dans ses propres souvenirs. Il était tout brodé d'argent et véritablement constellé de diamants. J'avais fait monter de petites cornes en diamant. Pour terminer, je ne résiste pas à vous citer encore quelques costumes remarqués. Madame Émile de Girardin, véritable fée aux perles, costumée en île de Ceylan par les perles blanches et noires répandues à profusion sur sa tenue. La comtesse Aguado, divinement parée en jeu de cartes, ou encore la marquise de Trévise en calendrier, avec un beau zodiaque en écharpe sur la jupe. Quelques hommes se font tout de même remarquer, notamment le comte de Revgay en soldat des légions de César, le comte Galve en soldat de l'opéra de Faust, ou encore le prince russe Anatole Demidov en fils de la nuit, exhibant le célèbre diamant Sancy qui capte tous les regards. Les danses se poursuivent jusqu'à 5h du matin sous la direction de l'inimitable Strauss. Les décors de la salle de bal, l'arrivée des ruches, le quadrille des abeilles et de nombreux costumes sont immortalisés par d'élégants dessins, afin d'en conserver le souvenir. Chaque année, l'impératrice Eugénie se surpasse pour réserver à ses invités des festivités splendides. Et s'il y a bien une femme à laquelle elle délègue l'organisation de soirées et de nuits mémorables, c'est à la princesse Pauline de Metternich. C'était Marie Petitot dans le podcast Plume d'Histoire. À très bientôt pour le prochain épisode de la série Égérie du Second Empire.